Si Danforth Keaton n'avait pas de tumeur au cerveau, ça ne l'empêchait pas de souffrir d'un mal au crâne carabiné lorsqu'il s'installa à son bureau tôt le samedi matin. Devant lui était étalée, à côté des livres de comptes reliés en rouge relatifs aux impôts de la ville, allant des années 1982 à 1989, toute une pile de correspondances, des lettres du bureau des impôts de l'État du Maine et la photocopie de ses réponses. Les choses commençaient à lui dégringoler dessus. Il le savait, mais restait impuissant à faire quoi que ce soit. Keaton avait fait un aller et retour la veille au soir à Lewiston et n'était revenu à Castle Rock que vers minuit et demi. Il avait passé le reste de la nuit à aller et venir, agité, dans le bureau de son domicile, tandis que sa femme dormait du sommeil pesant des tranquillisants au premier. Il s'était surpris à regarder de plus en plus souvent le petit placard qui se trouvait dans un coin de son cabinet. Sur l'étagère la plus haute de ce placard étaient empilés des chandails, pour la plupart anciens et mangés d'émite. Au-dessous se trouvait une boîte en bois, sculptée par son père, bien avant que la maladie d'Alzheimer ne vînt étendre son ombre sur lui, et le dépouiller non seulement de sa mémoire, mais de ses dons remarquables. Il y avait un revolver dans la boîte. Keaton se surprit aussi à penser de plus en plus fréquemment à cette arme. Pas pour lui-même, non. Du moins, pas pour commencer. Pour eux, les persécuteurs. À 6h moins le quart, il avait quitté son domicile et gagné le bâtiment municipal, roulant dans le silence de l'aube. Eddie Warburton, un balai à la main et une Chesterfield à la bouche, la médaille de Saint-Christophe en or massif, achetée la veille au bazar des rêves, bien cachée sous sa chemise de flanelle bleue, avait suivi du regard le maire lorsqu'il était monté au premier étage. Les deux hommes n'avaient pas échangé un mot. Eddie était habitué à voir apparaître Keaton aux heures les plus bizarres depuis environ 1 an, et cela faisait longtemps que Keaton avait cessé de voir le concierge. Il rassembla tous les papiers, dut lutter contre l'envie de les réduire en charpie et d'en éparpiller les débris, et entreprit de les trier. Les lettres du bureau des impôts d'un côté, ses réponses de l'autre. Il conservait cette correspondance dans le dernier tiroir de son classeur, un tiroir dont il était le seul à posséder la clé. Au bas de la plupart des lettres, on trouvait cette cote, DKSL. DK était évidemment Danforth Keaton, et SL, Shirley Lawrence, sa secrétaire, qui prenait son courrier en sténo pour le taper ensuite. Shirley n'avait cependant tapé aucune des réponses de Keaton aux lettres du bureau des impôts, initiales ou pas. Il était plus sage de conserver certaines choses par devers soi. Une phrase lui sauta aux yeux, et nous relevons des éléments inexacts dans le formulaire de taxation municipale 11 pour l'année fiscale 1989. Il mit la lettre vivement de côté. Une autre. Et en examinant un échantillon des formulaires des plans de retraite des travailleurs pour le trimestre de 1987, de sérieuses questions se posent quant à... Dans le dossier, encore une autre. Semble que votre requête de prorogation de l'examen soit prématurée pour l'instant. Elle se brouillait en défilant sous ses yeux et lui donnait mal au cœur, comme s'il était sur un manège emballé. Questions à propos des fonds réservés aux plantations d'arbres. Nous ne trouvons pas trace d'un courrier de votre part. La répartition de la part de budget de l'État est très insuffisamment précisée. Les récépissés manquants des dépenses doivent être... Les relevés de caisse ne suffisent pas pour... Nous devons vous demander un relevé détaillé des dépenses. Et maintenant, cette dernière lettre arrivée hier. La lettre qui l'avait poussé à se rendre la veille à Lewiston, où il avait pourtant juré de ne jamais mettre les pieds pendant la saison de trot attelé. Keaton la contemplait, la mine sinistre, la migraine cognait dans sa tête. Une grosse goutte de sueur roula lentement le long de sa colonne vertébrale. Des cernes noires d'épuisement lui faisaient des poches sous les yeux. Une gerçure n'arrivait pas à guérir à l'une des commissures de ses lèvres. Bureau des impôts, Hôtel de l'État, Augusta, Maine, 04330. L'entête au-dessous du sceau de l'État hurlait vers lui. La formule d'introduction, froide et formelle, était menaçante. Au maire de Castle Rock. C'était tout. Plus de « Cher Danforth » ou de « Cher Monsieur Keaton ». Plus de bons vœux formulés pour lui et sa famille à la fin. Une lettre aussi glaciale et détestable qu'un coup de pic à glace. Il voulait vérifier les livres de compte de la municipalité. Tous les livres de compte. Ceux des impôts communaux, ceux des impôts sur le revenu destinés à l'État et au gouvernement fédéral,
ceux des budgets de la police, ceux du département des parcs, même les livres relatifs à la ferme arboricole expérimentale financée par l'État. Il voulait tout voir. Et il voulait le voir le 17 octobre, c'est-à-dire dans 5 jours seulement. La lettre était signée du comptable du Trésor de l'État, du contrôleur du Trésor, et, signe encore plus inquiétant, du procureur général, le premier flic du Maine. Et il s'agissait de signatures personnelles, pas de coups de tampon. Murmura Keaton à l'adresse de la lettre. Il la secoua dans son poing, et elle bruissa doucement. Il lui montra les dents. Tous ces types. Il abattit le document sur la pile des autres, referma le dossier. Impeccablement tapé à la machine, sur l'étiquette on lisait « Correspondance, Bureau des impôts du Maine ». Keaton resta un long moment dans la contemplation du dossier refermé. Puis il arracha un stylo à son support, un cadeau des anciens du collège de Castle Rock, et griffonna rageusement les mots « Bureau du caca du Maine ». Il retomba dans sa contemplation pendant quelques instants, puis ajouta de la même grande écriture inégale et tremblée « Bureau des trous du cul !» Au-dessous. Il prit le stylo dans son poing comme un couteau, le brandit et le lança à travers la pièce. L'objet atterrit dans un coin avec un petit bruit sec. Keaton ferma l'autre dossier, celui qui contenait les doubles des lettres qu'il avait lui-même écrites, et auquel il ajoutait toujours les initiales de sa secrétaire, lettres concoctées au cours de longues nuits sans sommeil, et qui se révélaient finalement stériles, une veine pulsée régulière au milieu de son front. Il se leva, alla ranger les deux dossiers dans leur compartiment, referma sèchement celui-ci et vérifia que la serrure s'était bien verrouillée. Puis il s'approcha de la fenêtre et se perdit dans la contemplation de la ville endormie, prenant de grandes inspirations pour tenter de se calmer. Il lui en voulait. Les persécuteurs. Il se prit à se demander pour la 1000e fois qui, le premier, avait bien pu les lâcher sur lui. Si seulement il pouvait découvrir l'identité de cet ignoble persécuteur en chef, il retirerait le revolver de sous les chandails mités et réglerait la question. Mais sans se presser néanmoins. Oh non! Il procéderait morceau par morceau et obligerait ce salopard à chanter l'hymne national en même temps. Il songea à l'adjoint au shérif Ray Juick, le maigrichon. Pouvait-il s'agir de lui? Il ne lui paraissait pas assez intelligent. Mais les apparences étaient peut-être trompeuses. Pangborn avait bien déclaré avoir demandé à Ray Juick de mettre la contredanse à la Cadillac, mais ce n'était pas nécessairement vrai. Et dans les toilettes, lorsque Ray Juick l'avait appelé Buster, Keaton avait lu un mépris railleur et madré dans son regard. Ray Juick aurait-il été dans le coin lorsque les premières lettres du bureau des impôts s'étaient mises à arriver? Le maire en était presque convaincu. Plus tard, il irait vérifier les registres de service, juste pour en être sûr. Et Pangborn lui-même, lui était intelligent, aucun doute. Aucun doute aussi, il haïssait Danforth Keaton. Ne le haïssait-il pas tous? Et connaissait beaucoup de gens à Augusta. Il les connaissait tous très bien. Tu parles! Il les avait tous les jours au bout du fil, bordel! Les notes de téléphone, même les lignes réservées étaient monstrueuses. Pourrait-il s'agir d'un complot? Pangborn et Ray Juick, des deux hommes contre lui. Le ranger solitaire et son fidèle compagnon, l'Indien Tonto, murmura Keaton, tandis qu'un sourire sinistre se dessinait sur son visage. Si c'est bien toi, Pangborn, tu vas le regretter. Et si c'est vous deux, vous allez le regretter tous les deux. Ses mains se serrèrent en poing. Je vais pas me laisser persécuter éternellement, figurez-vous. Ses ongles soigneusement manucurés s'enfoncèrent dans ses paumes. Ce n'est que lorsque le sang coula qu'il se rendit compte de ce qu'il faisait. Ray Juick, peut-être. Pangborn, peut-être. Ou peut-être Melissa Clutterbuck, cette salope frigide, la trésorière de la ville. Ou encore Bill Fullerton, le deuxième adjoint. Il savait parfaitement bien que Fullerton voulait lui piquer son poste, et n'aurait de cesse tant qu'il n'y serait pas parvenu. Tous, peut-être. Tous ensemble.
Keaton laissa échapper un long soupir torturé, qui fit naître une fleur de buée sur le vitrage renforcé de la fenêtre. Restait la question de savoir ce qu'il allait faire. Entre aujourd'hui et le 17 prochain, qu'allait-il faire? La réponse était simple. Il l'ignorait. Jeune, Keaton avait mené une existence simple, où les choses étaient clairement noires ou blanches, et ça lui avait plu ainsi. Alors qu'il allait encore au lycée de Castle Rock, il avait commencé à travailler à temps partiel, à 14 ans, dans le garage familial, en briquant les modèles du hall de démonstration. La concession Chevrolet de Keaton était l'une des plus anciennes de Nouvelle-Angleterre, et la clé de voûte de leur structure financière. Une structure bien solide, du moins jusqu'à une période relativement récente. Pendant ces 4 années au lycée de Castle Rock, à peu près tout le monde l'avait appelé Buster. Il prit l'option commerce, se maintint dans une bonne moyenne, dirigea le conseil étudiant pratiquement tout seul et alla poursuivre ses études au Traynor Business College de Boston. Il y obtint les meilleures notes et décrocha son diplôme avec 3 semestres d'avance. Lorsqu'il revint à Castle Rock, il ne tarda pas à faire comprendre que l'époque Buster était terminée. Il avait mené une existence parfaite, jusqu'au jour de cette sortie à Lewiston avec Steve Frazier. Il y avait 9 ou 10 ans de cela. C'est à cette date que remontaient tous ses ennuis. Lorsque des ombres d'un gris de plus en plus profond avaient commencé à brouiller sa vie en noir et blanc. Il n'avait jamais joué ni au lycée de Castle Rock quand il était Buster, ni à Traynor quand il était Dan, et pas davantage lorsqu'il était devenu Monsieur Keaton, patron de Keaton Chevrolet et conseiller municipal. Pour autant qu'il l'ait su, personne n'avait jamais été joueur dans sa famille, même pas pour des haricots dans une partie de poker pour rire. Il n'existait pas de tabou spécial contre ce genre de choses. Pas de « tu ne joueras pas », mais personne ne les faisait. Personne n'avait jamais parié sur quoi que ce soit avant cette première sortie au champ de course de Lewiston, en compagnie de Steve Frazier. Il n'avait d'ailleurs jamais parié dans un autre endroit depuis, et n'en avait pas eu besoin. Le champ de course de Lewiston avait largement suffi à la ruine de Danforth Keaton. Il était alors 3e adjoint. Steve Frazier, mort et enterré depuis maintenant au moins 5 ans, tenait alors le poste clé de maire de Castle Rock. Keaton et Frazier étaient montés en ville, l'expression consacrée pour les virer à Lewiston, avec Butch Nedo, inspecteur des services sociaux du comté, et Harry Samuels, conseiller municipal depuis qu'il en avait l'âge ou presque, et qui mourrait sans doute conseiller municipal. Le prétexte de ce petit voyage avait été une réunion de tous les élus de l'État sur le thème des nouvelles lois sur le partage des revenus. Et c'était cette histoire de partage de revenus, évidemment, qui était à l'origine du gros de ses ennuis. Sans cela, Keaton aurait été obligé de creuser sa tombe au pic et à la pioche. Mais avec cela, il avait pu bénéficier d'une bonne pompe à finances. La conférence durait 2 jours. Le soir du premier, Steve avait suggéré d'aller faire une virée dans la grande ville et de s'amuser un peu. Butch et Harry s'étaient récusés. Keaton n'avait lui non plus aucune envie de passer la soirée avec Fraser, grande gueule bedonnante avec de la graisse jusque dans le cerveau. Néanmoins, il l'avait suivi. Il l'aurait fait même si Fraser lui avait proposé d'aller visiter les fosses à ordures les plus profondes de l'enfer. Car Steve était le maire, portant le titre propre à la Nouvelle-Angleterre de Head Selectman. Autrement dit, il détenait le pouvoir exécutif local. Harry Samuels pouvait se satisfaire de pantoufler au poste de 2e, 3e ou 4e conseiller toute sa vie. Butch Nedo avait déjà fait savoir qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son mandat. Mais Danforth Keaton avait des ambitions. Et Fraser, gros lard grande gueule ou non, en était la clé. Ils étaient donc sortis. Premier arrêt au bienheureux. « Soyez heureux au bienheureux », disait la devise au-dessus de l'entrée. Et Fraser avait pris l'injonction au pied de la lettre, descendant les whisky-soda comme si c'était le soda qui comptait et pas le whisky, et sifflant les effeuilleuses, lesquelles étaient pour la plupart trop grosses, trop âgées, trop lentes. Keaton trouva qu'elles avaient presque toutes l'air camées. Il s'était dit que la soirée risquait d'être un peu longuette.
Les deux hommes s'étaient ensuite rendus au champ de course de Lewiston, et tout avait changé. Ils y arrivèrent au moment de la 5e course, et Frazier avait entraîné Keaton, malgré les protestations de ce dernier, jusqu'au guichet. On aurait dit un chien de berger ramenant un agneau récalcitrant vers le troupeau. « Mais voyons, Steve, je n'y connais absolument rien. »« Aucune importance !» lui avait joyeusement répliqué Fraser, en lui soufflant son haleine parfumée au whisky à la figure. « C'est notre jour de chance, je le sens !» Il n'avait aucune idée de la façon dont on pariait, et le bavardage incessant de Fraser lui rendait difficile de comprendre ce que les autres parieurs devant lui disaient en se présentant au guichet à $2. Lorsque ce fut son tour, il poussa un billet de $5 et dit « Numéro 4. Gagnant placé ou combiné ?» lui demanda le caissier. Keaton était resté quelques instants incapable de répondre. Derrière l'homme s'offrait un spectacle stupéfiant. 3 employés comptaient et mettaient en liasse d'énormes piles de billets, plus que Keaton n'en avait jamais vu de toute sa vie. « Gagnant placé ou combiné ?» répéta le caissier d'un ton impatient. « Grouillez-vous, mon vieux, on n'est pas à la bibliothèque municipale ici !»« Gagnant !» avait répondu Keaton. Il n'avait pas la moindre idée de ce que placé ou combiné voulait dire, mais gagnant, ça, il le comprenait très bien. Le caissier lui jeta un ticket avec sa monnaie. Un billet d'$1, un de 2. Keaton étudia ce dernier avec curiosité. Il savait parfaitement que de tels billets existaient, mais il avait l'impression de n'en avoir jamais vu auparavant. On y admirait le portrait de Thomas Jefferson. Intéressant. En fait, tout était intéressant ici. L'odeur des chevaux, du pop-corn, des cacahuètes grillées, la foule qui se pressait, l'atmosphère électrisée d'impatience. L'endroit était éveillé, d'une manière qu'il reconnaissait, et à laquelle il réagissait immédiatement. Il avait éprouvé ce genre d'excitation en lui auparavant, certes, et même souvent, mais c'était la première fois qu'il avait l'impression de la partager avec tout un monde. Danforth, Buster, Keaton, qui se sentait rarement impliqué dans quoi que ce soit, pas vraiment, avait l'impression de faire partie intégrante de ceci. Vraiment intégrante. « C'est bougrement plus marrant qu'au bienheureux, » dit-il à Frazier qui le rejoignait. Ouais, le 3 attelé, c'est pas mal. Ça ne vaudra jamais les séries mondiales, mais bon. Bien, allons jusqu'aux barrières. Sur lequel as-tu parié ? Keaton ne s'en souvenait même plus. Il dut vérifier sur son ticket. Le 4. Placé ou combiné ? Gagnant. Frazier secoua la tête avec une expression d'amical mépris et lui donna une claque sur l'épaule. Il n'y a que les poires qui paraissent gagnants, Buster. Même lorsque le totaliseur te dit le contraire, mais tu apprendras. Et bien entendu, il avait appris. Quelque part, une cloche retentit avec un bruyant qui le fit sursauter. Une voix gronda « Et les voilà partis !» dans les haut-parleurs du champ de course. Un rugissement qui tenait du roulement de tonnerre monta de la foule, et Keaton sentit une véritable décharge électrique le secouer de la tête aux pieds. Les sabots martelaient la piste en terre. Frazier prit Keaton par le bras et se fraya un passage jusqu'à la barrière. Ils l'atteignirent à moins de 20 mètres de la ligne d'arrivée. L'annonceur se mit à commenter la course. Le numéro 7, Mamom, en tête au premier virage, était suivi en deuxième position par Chambrisé, numéro 8, et en troisième position par Comment ça va, numéro 1. Le numéro 4 s'appelait Absolument, le nom le plus stupide qu'on pouvait donner à un cheval de la vie de Keaton, et était 6e. Mais c'était à peine s'il s'en souciait. Il était cloué sur place par la charge des chevaux, leur couvre d'eau brillant sous les projecteurs, par la vision des roues brouillées par la vitesse, lorsque les sulky s'engageaient dans le virage, par les couleurs éclatantes des casaques portés par les drivers. Au moment où les juments entrèrent dans la première ligne droite, Chambrisé commença à gagner du terrain sur Mamom. Celle-ci prit le galop, et Chambrisé la dépassa comme une flèche. En même temps, Absolument se mit à remonter par l'extérieur. Keaton s'en rendit compte avant même que la voix désincarnée du commentateur ne trompeta la nouvelle par ses haut-parleurs. C'est à peine s'il sentit les coups de coude de Fraser. À peine s'il l'entendit qui hurlait « Mais c'est ta pouliche, Buster! C'est ta pouliche! Et elle a une chance !»
Au moment où les chevaux abordèrent la dernière ligne droite, à pleine vitesse, et foncèrent vers l'endroit où se tenaient Keaton et Fraser, la foule se mit à hurler comme un seul homme. Keaton sentait de nouveau l'électricité le parcourir, une vraie tempête cette fois, pas une petite étincelle. Il se mit à hurler avec les autres. Il fut tellement enroué le lendemain qu'il ne lui restait plus qu'un mince filet de voix. « Absolument !» s'époumonna-t-il. « Vas-y, absolument! Vas-y, ma vieille, cours !» « Non, trotte !» l'avait corrigé Fraser, riant tellement fort qu'il en avait les larmes aux yeux. « Vas-y, ma vieille, trotte ! Voilà ce que tu veux dire, Buster !» Keaton n'avait même pas fait attention. Il se trouvait dans un autre monde. Il envoyait des ondes cérébrales à Absolument. Il lui envoyait sa force télépathique par la voie des airs. « On a maintenant champ brisé. Et comment ça va ? Comment ça va ? Et champ brisé !» vociféra la voix olympienne du commentateur. « Et Absolument gagne rapidement du terrain, au moment où il aborde les derniers 200 mètres. » Les chevaux approchaient dans un nuage de poussière. Absolument trottaient, cou arqué, tête en avant, les jambes se levant et s'abaissant comme des pistons. Elle dépassa Comment ça va et champ brisé, qui donnait d'évidents signes de fatigue, juste à la hauteur de Keaton et de Fraser. Elle accentuait encore son avance au moment où elle franchit la ligne d'arrivée. Lorsque les chiffres apparurent sur le totaliseur, Keaton dut demander à Fraser ce qu'ils signifiaient. Fraser consulta le ticket de Buster, puis le tableau. Sa bouche s'arrondit sur un sifflement silencieux. « Est-ce que j'ai récupéré ma mise ?» demanda Keaton d'un ton anxieux. « Tu as fait un peu mieux que ça, Buster. Absolument été classé à 30 contre 1. » Au moment de quitter le champ de course, un peu plus tard, Keaton avait empoché un peu plus de $300. Et ainsi était née son obsession. Il prit son manteau, l'enfila, mais s'arrêta soudain au moment de sortir, la main sur le bouton de la porte. Il se retourna pour regarder la pièce. Un miroir faisait face à la fenêtre. Keaton le regarda pendant un long moment, songeur, puis s'en approcha. Il avait entendu parler de la manière dont ils utilisaient les miroirs. Il n'était pas né de la dernière pluie. Il appuya sa figure dessus, sans prêter attention au reflet de sa peau blême et de ses yeux injectés de sang. Il mit les mains en coupe de part et d'autre de sa tête pour supprimer les reflets, et les yeux plissés, chercha la présence d'une caméra de l'autre côté. Chercha leur présence. Il ne vit rien. Au bout d'un temps assez long, il s'écarta, essuya d'un geste indifférent de la manche de son manteau le verre qu'il venait de salir et quitta le bureau. « D'accord, rien. Pour le moment, ils allaient venir la nuit prochaine. Retirer le miroir et le remplacer par une vitre sans teint. L'espionnage n'était que l'une des méthodes classiques des persécuteurs. Il allait devoir inspecter le miroir tous les jours dorénavant. « Mais j'en suis capable !» déclara-t-il au couloir vide du premier étage. « J'en suis tout à fait capable, croyez-moi. » Eddie Warburton passait la serpillière sur le carrelage du hall d'entrée et ne leva même pas les yeux lorsque Keaton sortit du bâtiment. Sa voiture était garée derrière, mais il n'était pas d'humeur à conduire. Il se sentait dans un état de trop grande confusion pour prendre le volant. Il risquait de lancer la Cadillac dans une vitrine. Il ne se rendait pas compte non plus, si profond était son désordre mental, qu'au lieu de se diriger vers son domicile, il s'en éloignait. À 7h15, un samedi matin, il était la seule personne à circuler dans le petit quartier commerçant de Castle Rock. Il revint un moment en esprit à cette première nuit au champ de course de Lewiston. On aurait dit qu'il ne pouvait pas se tromper. Steve Fraser avait perdu $30 et décidé de partir après la 9e course. Keaton avait répondu qu'il souhaitait rester encore un peu. C'est à peine s'il avait regardé Fraser et remarqué son départ. Il se souvenait simplement avoir pensé que c'était beaucoup mieux sans ce type à ses côtés, à lui dire constamment « Buster par-ci, Buster par-là ». Il avait ce surnom en horreur. Steve le savait, et l'employait précisément pour cette raison. Il était revenu la semaine suivante, seul cette fois, et avait perdu $60 sur ses gains précédents. Cela ne l'avait guère ému. Bien qu'il eût souvent repensé à ces énormes liasses de billets, ce n'était pas pour l'argent, pas vraiment, qu'il était revenu. L'argent n'était que le symbole que l'on emportait avec soi, la preuve que vous aviez été là,
que vous aviez fait partie, même brièvement, du grand spectacle. Ce qui l'attirait, en fait, c'était la fantastique, la fabuleuse excitation qui soulevait la foule lorsque sonnait la cloche du départ, lorsque les portes s'ouvraient dans un lourd bruit de broyage, lorsque le commentateur lançait « Ils sont partis !» Ce qui le fascinait était le rugissement des spectateurs lorsque le peloton attaquait le 3e virage et la ligne droite à fond la caisse, les exhortations hystériques qui fusaient des stands, tandis qu'il amorçait le 4e virage et surgissait dans la dernière ligne droite. C'était vivant, tellement vivant. Si vivant, même que c'était dangereux. Keaton décida qu'il valait mieux ne pas y retourner. Il avait devant lui le cours de son existence, dûment planifié. Il avait l'intention de devenir le maire de Castle Rock lorsque Steve Fraser finirait par prendre sa retraite. Puis, au bout de 6 ou 7 ans, de se présenter comme député à la Chambre des représentants. Après cela, comment savoir ? Un poste à l'échelon national n'était pas hors d'atteinte pour un homme ambitieux, capable et sain d'esprit. Voilà quel était le problème avec les courses. Il ne s'en était pas rendu compte tout de suite, mais suffisamment tôt tout de même. Aux courses, on payait, on prenait un ticket, et on abandonnait toute raison pendant quelque temps. Keaton avait trop vu de personnes perdre l'esprit dans sa propre famille pour ne pas ressentir un malaise devant l'attrait qu'exerçait sur lui le champ de course de Lewiston. Une fosse aux parois savonneuses, un piège dont les dents étaient dissimulées, un revolver chargé, sécurité ôtée. Lorsqu'il y allait, il devenait incapable d'en repartir, tant que la première course de la réunion hippique n'avait pas été courue. Il le savait. Il avait essayé. Une fois, il avait même réussi à se rendre jusqu'au tourniquet de la sortie, lorsque quelque chose, tout au fond de sa tête, quelque chose de puissant, d'énigmatique et de reptilien, s'était dressé, avait pris le contrôle de ses mouvements, et lui avait fait faire demi-tour. Keaton était terrifié à l'idée de réveiller complètement ce reptile. Autant le laisser dormir. C'était précisément ce qu'il avait fait pendant 3 ans. Puis, en 1984, Fraser avait pris sa retraite et Danforth Keaton avait enfin accédé au poste de maire. C'est à ce moment-là que ses vrais ennuis avaient commencé. Il s'était rendu aux courses pour fêter sa victoire, et étant donné les circonstances, il avait décidé de faire les choses en grand. Délaissant les guichets des paris à 2 et 5 $, il se dirigea directement sur celui de 10 $. Il perdit 160 $ cette nuit-là, plus que ce qu'il considérait comme acceptable. Il dit à sa femme le lendemain qu'il en avait perdu 40, mais pas davantage que ce qu'il pouvait se permettre de perdre, absolument pas. Il y retourna la semaine suivante, avec l'intention de récupérer ce qu'il avait perdu. Il ne voulait pas abandonner sur une défaite, et il y arriva presque. Presque, c'est le mot-clé. Comme le jour où il avait presque réussi à franchir les tourniquets. La semaine suivante, il avait perdu 210 $. Un trou dans leur compte que Myrtle ne manquerait pas de remarquer. Et il avait donc emprunté une petite somme à la caisse réservée aux menues dépenses en liquide de la ville, afin de dissimuler le gros de ce trou. 100 $, des clopinettes en réalité. Ce stade dépassé, tout commença à se brouiller. Le fossé avait des parois savonneuses, il est vrai, et lorsque l'on commençait à glisser, on était fichu. On pouvait dépenser toute son énergie à les griffer et arriver ainsi à ralentir la dégringolade, ce qui ne faisait que prolonger votre agonie, bien entendu. Le point de non-retour, en admettant qu'il y en ait eu un, s'était situé pendant l'été de 1989. Les courses de trot attelées avaient lieu de nuit pendant la saison chaude, et Keaton ne cessa de s'y rendre pendant la 2e quinzaine de juillet et tout le mois d'août. Un temps, Myrtle avait cru que les courses étaient un prétexte et qu'il voyait une autre femme, ce qui était vraiment trop drôle. Keaton n'aurait pas pu avoir la trique, oh non, même pas si Diane elle-même était descendue de la lune sur son chariot avec sa toge ouverte et un panneau autour du cou disant « Baise-moi, Danforth ». Il lui suffisait de penser à la profondeur du trou qu'il avait creusé dans les caisses de la ville pour que sa malheureuse quéquette se recroquevillât jusqu'à la taille d'une gomme, de celles qui sont à l'autre bout des crayons. Lorsque Myrtle se fut convaincue qu'en fin de compte,
c'était bien aux courses qu'il allait tous les soirs, elle s'était sentie soulagée. Elle le voyait d'autant moins à la maison, où il avait tendance à se comporter en tyran, et il ne devait pas perdre tellement d'argent, avait-elle raisonné, car les fluctuations de leur compte n'étaient jamais bien importantes. Danforth s'était trouvé une bonne distraction, en somme, pour l'âge mûr. « Seulement des courses de chevaux, après tout, » pensait Keaton, marchant dans Main Street, les mains au fond des poches. Il laissa échapper un éclat de rire étrange et sauvage qui aurait fait tourner la tête aux passants, s'il y en avait eu. Myrtle surveillait leurs comptes courants, mais n'avait jamais songé à vérifier où en étaient les plans d'épargne qui devaient assurer leur retraite. De même, il était seul à savoir que Keaton Chevrolet était à 2 doigts du dépôt de bilan. Elle tenait les comptes de la maison. Lui était expert comptable. En matière de détournement de fonds, un expert comptable peut faire mieux que la plupart des gens. Mais en fin de compte, quelqu'un découvre toujours le poteau rose. Et les écrans de fumée qui le dissimulaient avaient commencé à se déchirer à l'automne 1990. Il avait maintenu les morceaux collés ensemble du mieux qu'il avait pu, avec l'espoir de se refaire aux courses. Cela faisait longtemps qu'il avait un bookmaker à ce moment-là, ce qui lui permettait de parier plus gros qu'au champ de course. La chance n'avait pas tourné pour autant. Après quoi, cet été, les persécutions avaient sérieusement commencé. Auparavant, ils n'avaient fait que jouer avec lui. Ils en étaient maintenant au stade de la mise à mort, et l'apocalypse n'était même pas à 1 semaine. « Je les aurai, » se dit Keaton. « Je ne suis pas encore foutu. J'ai encore 1 ou 2 tours dans mes manches. » Malheureusement, il ignorait lesquels. Là était l'ennui. « Ne t'en fais pas, il y aura bien un moyen. Je sais qu'il doit y en avoir un. » Ses pensées s'interrompirent. Il se trouvait en face du nouveau magasin, le Bazar des Rêves, et ce qu'il voyait dans la vitrine chassa tout le reste de son esprit pendant quelques instants. Il s'agissait d'une boîte rectangulaire en carton, aux couleurs vives, avec une image sur le couvercle. « Une sorte de jeu de société, » se dit-il, mais un jeu de société basé sur les courses de chevaux. Et il aurait pu jurer que l'image, qui montrait 2 trotteurs arrivant presque ensemble sur la ligne d'arrivée, représentait le champ de course de Lewiston. Si ce n'était pas la tribune d'honneur au second plan, il était archevêque. Le nom du jeu était Ticket gagnant. Keaton resta perdu dans sa contemplation pendant presque 5 minutes, aussi hypnotisé qu'un môme qui regarde le train électrique de ses rêves. Puis, lentement, il s'avança sous l'auvent vert foncé pour voir si par hasard la boutique n'ouvrirait pas le samedi. Il y avait bien un panonceau qui pendait à la porte, mais on n'y lisait qu'un seul mot, qui, naturellement, disait « Ouvert ». Keaton l'étudia un instant, se disant, comme l'avait fait Brian Rusk avant lui, qu'il devait s'agir d'une erreur. Les boutiques de Main Street n'ouvraient jamais d'aussi bonne heure à Castle Rock, en particulier un samedi matin. Il essaya tout de même la poignée. Elle tourna sans peine dans sa main. Il ouvrit la porte et une clochette d'argent tinta au-dessus de lui. « Ce n'est pas vraiment un jeu, » expliquait le Lord Gaunt 5 minutes plus tard. « Là-dessus, vous vous trompez. » Keaton, une tasse d'excellent café de la Jamaïque à la main, était installé dans le confortable fauteuil à haut dossier où Nettie Cobb, Cindy Rose Martin, Eddie Warburton, Everett Frankel, Myra Evans et bon nombre d'autres citoyens de Castle Rock s'étaient déjà assis auparavant cette semaine. Gaunt, un type qui paraissait assez sensationnel pour un pecno de l'Oklahoma, avait tenu à lui offrir le café, avant d'aller se pencher sur l'étalage de la vitrine et d'en retirer la boîte. Il portait une veste d'intérieur lit de vin et était tiré à 4 épingles sans un cheveu qui ne fût en place. Il avait expliqué qu'il souffrait d'insomnie et ouvrait souvent à des heures bizarres. « Cela remonte à l'époque de ma jeunesse, » avait-il ajouté avec un petit rire triste. « Il y a bien des années. » Keaton lui trouvait cependant l'air aussi frais qu'un gardon, mis à part les yeux tellement injectés de sang que le rouge aurait pu passer pour leur couleur naturelle. Il vint poser la boîte à côté de Keaton sur une petite table. « Et là, attirez mon regard, » dit Keaton. « Parce qu'elle me rappelle le champ de course de Lewiston.
J'y vais de temps en temps. Vous aimez les émotions fortes? Gaunt avait souri en posant la question. Keaton, sur le point de répondre qu'il ne pariait jamais, changea d'avis au dernier moment. Le sourire de l'homme n'était pas seulement amical, c'était un sourire de commisération. Et il comprit soudain qu'il avait en face de lui un compagnon de souffrance, ce qui, entre parenthèses, montrait bien à quel stade il en était réduit, car lorsqu'il avait serré la main de Gaunt, il avait été saisi d'une impression de dégoût si brusque et intense qu'on aurait presque dit un spasme musculaire. En ce bref instant, il avait cru avoir enfin trouvé son persécuteur en chef. Il devait se méfier de ce genre de réaction. Ça ne servait à rien de perdre les pédales. Ça m'est arrivé aussi, malheureusement. Les yeux rougeâtres de Gaunt se fixèrent sur ceux de Keaton, et ils se comprirent parfaitement. Du moins, à ce que crut le maire. Je suis passé par la plupart des champs de course de l'Atlantique au Pacifique, et je suis à peu près sûr qu'il s'agit de celui de Longacre Park, à San Diego. Disparu, évidemment, au profit d'un lotissement. Oh. Mais permettez-moi de vous le montrer. Je crois que cela devrait vous intéresser. Il enleva le couvercle et sortit délicatement une piste de course en fer blanc, d'environ 1 mètre de long sur 30 cm de large. Elle ressemblait aux jouets bon marché venus du Japon, que Keaton avait eu enfant juste après la guerre. La piste était le modèle réduit d'un parcours classique de 2 miles. Elle comportait 8 fentes étroites, et derrière la ligne de départ étaient alignés 8 chevaux découpés en fer blanc. Chacun était fixé sur une lamelle de même métal, sortant de la fente et soudée au ventre du cheval. « Ouais !» fit Keaton dont le visage s'éclaira. C'était la première fois qu'il souriait depuis des semaines, et l'expression lui fit un effet curieux. « Vous n'avez encore rien vu, mesdames et messieurs, comme disait l'autre, » répliqua Gaunt en lui rendant son sourire. « Ce truc-là date des années 30, monsieur Keaton, une véritable antiquité. Mais ce n'était pas simplement un jouet pour les mordus des courses de l'époque. Non, non. Savez-vous ce qu'est une planche Ouija? Bien sûr, vous posez la question et le monde des esprits supposait donner la réponse en les plans lettre à lettre. Exactement. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque de la dépression, il y avait un tas de turfistes qui croyaient que ticket gagnant était en quelque sorte la planche Ouija des parieurs. Ses yeux croisèrent de nouveau ceux de Keaton, souriants, amicaux, et le maire se sentit aussi incapable d'en détacher les siens qu'il l'avait été de quitter le champ de course avant la fin, la dernière fois qu'il avait essayé. « C'est idiot, non ?»« Oui, » répondit Keaton, à qui l'idée cependant ne paraissait nullement idiote, mais au contraire, parfaitement raisonnable. Gaunt explora la boîte de la main et en retira une petite clé de métal. Un cheval différent gagne à chaque fois. Il doit y avoir une sorte de mécanisme aléatoire à l'intérieur, je suppose. Sommaire, mais efficace. Et maintenant, regardez. Il glissa la clé dans un trou à l'extérieur de la plateforme de fer blanc et la tourna. On entendit les cliquetis caractéristiques d'engrenage que l'on remonte. « Lequel prenez-vous » demanda Gaunt. « Le 5. » Keaton se pencha en avant, tandis que son cœur se mettait à battre plus fort. C'était ridicule, l'ultime preuve de son obsession, se dit-il. Mais il s'en sentait pas moins gagné par la vieille excitation. « Très bien, je choisis le 6. Et si nous faisions un petit pari, juste pour pimenter les choses ?»« Bien sûr, combien ? Pas en argent. J'ai arrêté de jouer pour de l'argent il y a très longtemps, monsieur Keaton. C'est la forme de pari la moins intéressante de toutes. Disons ceci. Si votre cheval gagne, je vous rendrai un petit service, à votre choix. Si le mien gagne, c'est vous qui me devrez un petit service. Et si un autre gagne, le pari est annulé ? Exactement. Êtes-vous prêt ? Mais comment ? Répliqua Keaton, les dents serrées, en se penchant sur la piste de course en fer blanc. Il s'étreignait les mains entre ses grosses cuisses. Un petit levier de métal dépassait d'une fente, à hauteur de la ligne de départ. « Et c'est parti !» fit doucement Gaunt en le poussant. Les roues dentées du mécanisme, sous le plateau, se mirent à tourner. Les chevaux quittèrent la ligne de départ et s'engagèrent chacun dans la fente qui lui était réservée, lentement pour commencer. Ils oscillaient d'avant en arrière et progressaient par petits à-coups, comme si un gros ressort ou plusieurs se détendaient à l'intérieur.
mais commencèrent à prendre de la vitesse en arrivant au premier virage. Le 2 prit la tête, suivi du 7. Les autres formaient un peloton serré. « Allez, le 5 !» s'écria doucement Keaton. « Allez, le 5 ! Bouge-toi, salope !» Comme s'il n'attendait que cet encouragement, le minuscule étalon de fer-blanc commença à se détacher du peloton. À mi-course, il avait rejoint le 7. Le 6, le cheval de Gaunt, se mit aussi à prendre de la vitesse. La plateforme tressautait et vibrait sur la petite table. Le visage de Keaton planait au-dessus comme une grosse lune crevassée. Une goutte de sueur vint tomber sur le jockey du 3, grandeur nature. L'homme et le cheval auraient été noyés sous un déluge. Au troisième virage, le 7 donna une accélération et rattrapa le 2, mais le 5 de Keaton tint bon. Le 6 de Gaunt a une encolure derrière lui. Les 4 premiers chevaux, avec des vibrations frénétiques, prirent le virage bien détaché par rapport aux 4 derniers. « Vas-y, espèce de stupide salope !» cria Keaton. Oubliant qu'il ne s'agissait que de morceaux de fer blanc grossièrement découpés en forme de chevaux. Il avait également oublié qu'il se trouvait dans la boutique d'un homme dont il venait tout juste de faire la connaissance. La vieille excitation le dominait, le secouant comme un fox terrier secoue un rat. « Vas-y, ma salope ! Galope ! Baise-les !» Le 5 remonta encore un peu et prit la tête. Le cheval de Gaunt était à moins d'une encolure de celui de Keaton, lorsque celui-ci franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. Le mécanisme s'essoufflait, mais la plupart des chevaux regagnèrent la ligne de départ avant que le ressort fût au bout du rouleau. Du doigt, Gaunt poussa les retardataires à la hauteur des autres. Ils étaient prêts pour un nouveau départ. « Bon Dieu !» fit Keaton en s'essuyant le front. Lui aussi se sentait complètement au bout du rouleau, et néanmoins mieux qu'il ne l'avait jamais été depuis très longtemps. « Qu'est-ce que c'était chouette !»« Vraiment chouette !» reconnut Gaunt. « Il savait bougrement s'y prendre dans le temps, vous ne trouvez pas ? Mais si !» Gaunt sourit. « Et on dirait que je vous dois un petit service, monsieur Keaton. »« Bon, n'en parlons pas, on s'est bien amusé. »« Non, j'y tiens. Un gentleman paie toujours ses dettes. Simplement, appelez-moi un jour ou deux avant que vous vouliez régler nos comptes. » Avant qu'il veuille régler ses comptes. À cette remarque, tout lui retomba dessus. Les comptes. C'étaient eux qui allaient lui régler le sien. Eux, jeudi prochain. On allait lui régler son compte. Et qu'est-ce qui allait se passer alors ? Il avait des visions de manchettes de journaux qui lui dansaient dans la tête. Voulez-vous que je vous dise comment les vrais parieurs des années 30 se servaient de ce jouet ? Demanda doucement Gaunt. Bien sûr, Répondit Keaton. Au fond, il s'en fichait. Mais il lui suffit de lever les yeux, de croiser de nouveau le regard de Leland Gaunt et d'en rester captif pour que l'idée d'utiliser un jeu d'enfant afin de déterminer des gagnants lui parût de nouveau parfaitement cohérente. ils prenaient la page des courses de leur journal, ou un journal de turfistes, et faisaient courir toutes les courses l'une après l'autre par ticket gagnant. Ils donnaient à chacun des chevaux un nom pour chacune des courses. Pour cela, ils touchaient le cheval de fer blanc en prononçant ce nom en même temps. Cela sur 8, 10 ou 12 courses. Ensuite, ils allaient au champ de course et jouaient les chevaux qui avaient gagné chez eux. Et ça marchait, demanda Keaton, avec l'impression que sa voix venait d'ailleurs que de lui-même, d'un endroit éloigné. Il éprouvait aussi la curieuse sensation de flotter dans les yeux de Leland Gaunt, de flotter sur de l'écume rouge, sensation bizarre, mais tout à fait agréable. Il semble que oui, sans doute des superstitions idiotes. Cependant, voulez-vous acheter ce jouet et voir par vous-même ? Oui, vous devez avoir terriblement besoin d'un ticket gagnant, n'est-ce pas, Danforth ? De bien plus que d'un plein panier. Combien ? Leland Gaunt se mit à rire. Oh non, non, vous ne m'aurez pas comme ça. Alors que c'est moi qui suis votre débiteur, je vais vous dire comment faire. Vous allez ouvrir votre portefeuille et me donner le premier billet que vous y trouverez. Je suis sûr que ce sera le bon. Keaton s'exécuta et tendit à Gaunt un billet sans détourner les yeux de son visage. Évidemment, le billet s'ornait d'un portrait de Thomas Jefferson et appartenait à la catégorie de ceux qui étaient à l'origine de tous ces ennuis actuels.
Gaunt le fit disparaître avec l'aisance d'un prestidigitateur et dit « Il y a encore une chose. » « Quoi ?» Le Lord Gaunt se pencha en avant, regarda Keaton de l'air le plus sérieux et le toucha au genou. « Dites-moi, monsieur Keaton, les connaissez-vous, eux ?» Keaton en eut le souffle coupé, à la manière d'un dormeur dont la respiration se bloque pendant un cauchemar. « Oui, » murmura-t-il. « Oh oui. Cette ville en est pleine. » poursuivit Gaunt du même ton confidentiel. « Elle en est absolument infestée. Cela fait moins d'une semaine que j'ai ouvert, et je m'en suis déjà rendu compte. Je crois qu'ils sont peut-être à mes trousses. En fait, j'en suis même sûr. J'aurais peut-être besoin de votre aide. »« D'accord, » fit Keaton, qui avait un peu retrouvé sa voix. « Bon Dieu, vous aurez toute l'aide dont vous aurez besoin. Écoutez, nous venons tout juste de nous rencontrer, et vous ne me devez rien. » Keaton, qui était déjà persuadé que Gaunt était le meilleur ami qu'il venait de se faire depuis au moins 10 ans, ouvrit la bouche pour protester. Mais Gaunt leva la main, et aucun son ne sortit de la gorge du maire. « Vous ai-je vendu quelque chose qui marche vraiment, ou bien une vulgaire machine à rêver, du genre qui tourne au cauchemar au premier avatar? En avez-vous la moindre idée? Je suis sûr que vous y croyez en ce moment. J'ai un don de persuasion très développé, si je peux me permettre de le dire moi-même. Mais je crois au principe du client satisfait, monsieur Keaton. Et rien d'autre qu'au client satisfait. Cela fait des années que je pratique ce métier, et j'ai bâti ma réputation sur la satisfaction de mes clients. Alors prenez ce jouet. S'il marche avec vous, parfait. Sinon, donnez-le à l'armée du salut ou fichez-le à la poubelle. De combien en êtes-vous? 2 billets? Oui, $2, répondit Keaton d'un ton rêveur. Mais si ça marche, et si vous pouvez vous débarrasser l'esprit de ces soucis financiers éphémères, revenez me voir. On prendra un café comme ce matin, et nous parlerons d'eux. C'est allé trop loin. Il ne suffit pas de rendre l'argent, objecta Keaton de la voix claire, mais décalée, de quelqu'un qui parle en dormant. Je ne pourrai jamais effacer en 5 jours les traces que j'ai laissées. Beaucoup de choses peuvent changer en 5 jours, objecta Gaunt d'un ton songeur. Il se leva d'un mouvement souple et gracieux. Vous avez une grosse journée devant vous, et moi aussi. Mais eux, protesta Keaton. Qu'est-ce qu'il faut faire contre eux? Gaunt posa ses longues mains glacées sur le bras de Keaton, et même dans l'état d'hébétude dans lequel il se trouvait, il sentit son estomac se soulever à ce contact. On s'occupera d'eux plus tard. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ils ne perdent rien pour attendre. John, lança Alan, lorsqu'il aperçut John Lapointe qui gagnait les bureaux de police par la porte de service. Ça me fait plaisir de te voir. À 10h30 ce samedi matin, le poste de police de Castle Rock n'avait jamais été aussi désert. Norris était parti pêcher quelque part, et Seaton Thomas à Sanford, chez ses 2 sœurs vieilles filles. Chez la Brigham, au rectorat de Notre-Dame-des-Eaux-Sereines, aidait son frère à rédiger une nouvelle lettre au journal, expliquant le caractère parfaitement anodin de la nuit casino. Le père Brigham désirait également faire savoir par cette missive qu'il jugeait le révérend Rose aussi fou qu'un asticot dans une bouse d'éléphant. Évidemment, il était exclu de s'exprimer en de tels termes, dans un journal de famille en tout cas, mais père John et sœur Sheila s'employaient de leur mieux à faire passer le message. Andy Clutterbuck était de service quelque part, c'était du moins ce que supposait Alan, car il ne l'avait pas appelé depuis que le shérif était arrivé, 1 heure auparavant. Jusqu'à l'arrivée de John, il n'y avait eu qu'une pauvre personne dans le bâtiment municipal, semblait-il. Eddie Warburton, occupé à bricoler la fontaine d'eau froide dans un coin. « Quoi de neuf, patron ?» demanda John en s'asseyant sur un coin du bureau d'Alan. « Un samedi matin ? Pas grand-chose. Mais regarde ça. » Alan déboutonna le poignet droit de sa chemise et commença à remonter la manche sur son bras. « Tu remarqueras que ma main ne quitte pas mon poignet. »« grogna John, qui tira une confiserie de sa poche, défit le papier qui l'entourait et l'engloutit. Alan lui montra sa paume ouverte, retourna la main pour en exhiber le dos et la serra en poing. Il y glissa le pouce et l'index de la main gauche et en extirpa une petite pointe de soie. « Pas mal, hein ?»
fit-il à John en agitant les sourcils. Si c'est le foulard de Sheila, elle va pas apprécier de le retrouver tout chiffonné avec l'odeur de ta transpiration dessus, remarqua John. Il ne paraissait pas vraiment abasourdi d'admiration. Elle n'avait qu'à pas le laisser traîner sur son bureau. De plus, les magiciens ne transpirent pas. Et maintenant, dit abracadabra. Il sortit complètement le foulard de Sheila de son poing et le déploya en l'air d'un geste emphatique. Le carré de soie ondula et alla se poser comme un papillon aux couleurs brillantes sur la machine à écrire de Norris. Alan regarda John et soupira. Pas si terrible, hein. C'est un tour impeccable, admit John. Sauf que je l'ai déjà un peu vu, disons 30 ou 40 fois. Eh, Eddie, qu'est-ce que vous en pensez lança Alan. Pas si mal pour un flic du fin fond de la Cambrousse, non? C'est à peine si le concierge leva les yeux de la fontaine, dans laquelle il vidait une bonbonne en plastique, marquée « Eau de source ». Je regardais pas, shérif, excusez. Aussi désespérant l'un que l'autre. Mais je travaille une variante, John. Tu vas en rester baba, je te jure. Dis, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille inspecter les toilettes de ce nouveau restaurant sur River Road? Il le faut vraiment. Pourquoi c'est toujours à moi de faire ces corvées de chiottes? Norris pourrait bien. Norris est allé inspecter les goguenaux du terrain de camping en juillet et en août, répliqua Alan. En juin, c'est moi qui l'ai fait. Arrête de râler, John, c'est ton tour, point. Tu prendras aussi des échantillons d'eau. Sers-toi des poches spéciales qu'Augustin nous a envoyées. Tu en trouveras encore tout un paquet dans le placard du hall. Je crois les avoir vus derrière la boîte de biscuits salés de Norris. D'accord, dit John. T'as gagné. Mais au risque de passer encore pour un râleur, je te ferai remarquer qu'en principe, c'est la responsabilité du propriétaire du restaurant de chercher les petites bestioles dans l'eau. J'ai vérifié. Rien de plus exact, admit Alan. Mais c'est de Timmy Gagnon qu'il est question ici, Johnny. Ce nom ne te dit rien? Il me dit que même si je crevais de faim, je n'achèterais jamais un hamburger au nouveau Riverside BBQ Delish. Tout juste, s'exclama Alan. Il se leva et donna une tape sur l'épaule de John. J'espère bien ficher cette espèce d'enfant de salaud au chômage, avant que la population de chiens et de chats errants de Castle Rock ne commence à sérieusement décliner. C'est écœurant, Alan. Non, c'est Timmy Gagnon. Prends les échantillons d'eau ce matin. Je les expédierai au service de santé d'Augusta avant ce soir. Et toi, ce matin, qu'est-ce que tu fais? Alan déroula sa manche et la reboutonna. Pour le moment, je vais en ville, rendre visite au bazar des rêves. J'ai envie de rencontrer ce monsieur Leland Gaunt. Il fait une sacrée impression à Polly, et d'après ce qui m'est revenu, elle n'a pas été la seule en ville à craquer pour lui. Le connais-tu? Pas encore. Les deux policiers se dirigèrent vers la porte. Je suis passé devant la boutique une ou deux fois. Des trucs pas mal dans la vitrine, dans tous les genres. Ils passèrent devant Eddie, qui nettoyait maintenant le grand réservoir en verre de la fontaine avec un chiffon. Il ne leva pas les yeux sur Alan et John. Il paraissait perdu dans son univers privé. Mais dès qu'il eut entendu la porte du fond se refermer sur eux, le concierge se précipita dans le bureau de Sheila et prit le téléphone. D'accord. Oui. Oui, je comprends. Debout à côté de sa caisse, le Landgaunt tenait un téléphone sans fil Cobra contre son oreille. Un sourire aussi fin que le premier croissant de la lune montante étirait ses lèvres. Merci, Eddie. Merci beaucoup. Gaunt alla jusqu'au rideau qui séparait la boutique de l'arrière-boutique. Il n'y passa que le haut du corps en s'inclinant. Lorsqu'il se redressa, il tenait un panonceau. « Oui, vous pouvez rentrer chez vous maintenant, Eddie. Oui. Et non, je n'oublierai pas. Je n'oublie jamais un service, ni un visage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai horreur que l'on me rappelle l'un ou l'autre. Au revoir. » Il coupa la conversation sans attendre la réponse, replia l'antenne et mit le téléphone dans la poche de sa veste d'intérieur. Le store était de nouveau baissé sur la porte. Gaunt passa la main entre le vitrage et le store pour en retirer le signe « Ouvert », qu'il remplaça par celui qui venait de prendre derrière le rideau. Puis il se posta derrière l'étalage pour voir arriver Alan Pangborn. Le shérif contempla un certain temps la vitrine au travers de laquelle Gaunt l'observait, avant de s'approcher de la porte. Il mit même les mains en coupe de part et d'autre de ses yeux et écrasa son nez sur la vitre pendant quelques secondes. Gaunt avait beau se tenir en face de lui, bras croisés, Alan ne le vit pas. Le Landgaunt détesta immédiatement Pangborn. Il n'en fut pas beaucoup surpris. Il était encore plus fort dans l'art de déchiffrer un visage
que dans l'art de ne pas l'oublier. Et ce qu'il venait de lire sur celui-ci, écrit en gros caractères, était chargé de menaces. La figure de Pangborn changea brusquement d'expression. Ses yeux s'agrandirent légèrement, ses lèvres se serrèrent avec force et firent disparaître toute bonne humeur de sa bouche. Gaunt éprouva une brusque et inhabituelle bouffée de peur. « Il m'a vu !» pensa-t-il. Pourtant c'était impossible. Le shérif recula d'un demi-pas et éclata de rire. Gaunt comprit aussitôt ce qui venait de se passer, mais cela ne fit rien pour diminuer la haine profonde qu'il avait immédiatement ressentie. « Barre-toi d'ici, shérif, murmura-t-il. Barre-toi d'ici et fiche-moi la paix. » Alan resta longtemps à regarder l'étalage. Il se prit à se demander pourquoi on faisait tant d'histoires à propos de ce magasin. Il avait échangé quelques mots avec Rosalie Drake avant de se rendre chez Polly la veille. Et à en croire la jeune femme, le bazar des rêves était rien de moins que l'équivalent pour le nord de la Nouvelle-Angleterre de Tiffany's. Néanmoins, le service de porcelaine de la vitrine ne méritait pas, à première vue, qu'on se levât pour écrire à sa mère d'envoyer d'urgence des fonds. De la pacotille de brocanteur, dans le meilleur des cas. Plusieurs assiettes étaient ébréchées, et l'une d'elles avait un cheveu qui courait jusqu'au milieu. « Bah !» pensa Alan. « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ce service date probablement d'un siècle. Il doit valoir une fortune, et moi je suis trop bouché pour comprendre ça. » Il mit ses mains en coupe contre le verre, afin de voir au-delà de l'étalage. Mais on ne distinguait rien. La lumière était éteinte et le magasin désert. Puis il crut apercevoir quelqu'un. Une étrange et transparente silhouette qui le regardait, spectrale, avec un intérêt malveillant. Il fit un demi-pas en arrière, avant d'avoir compris qu'il venait de voir son propre reflet. Il rit un peu, gêné de s'être ainsi laissé piéger. Il alla jusqu'à la porte. Le store était baissé. À la ventouse transparente pendait un panonceau rédigé à la main. « Suis à Portland pour dédouaner un arrivage d'objets. Désolé de vous avoir manqué. Soyez gentil, revenez. » Alan prit une carte de visite professionnelle dans son portefeuille et griffonna un court message au dos. « Cher monsieur Gaunt, je suis passé samedi matin pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue parmi nous. J'espère que vous vous plairez à Castle Rock. Je reviendrai lundi. Nous pourrions peut-être aller prendre un café. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, vous avez mes 2 numéros de téléphone de l'autre côté. Alan Pangborn. » Il se baissa, glissa la carte sous la porte et se redressa. Il regarda encore quelques instants la vitrine, se demandant qui pourrait bien avoir envie d'un service de table dans cet état. Tandis qu'il se faisait ces réflexions, une impression étrangement convaincante l'envahit, celle d'être observé. Alan fit demi-tour et ne vit personne, sinon Lester Pratt. L'homme était occupé à coller l'une de ses fichues affiches à un poteau téléphonique, et ne regardait pas dans sa direction. Alan haussa les épaules et reprit la direction du bâtiment municipal. Il serait encore temps lundi de rencontrer M. Leland Gaunt. Lundi, ce serait parfait. Leland Gaunt attendit de le voir s'éloigner, avant d'aller ramasser la carte que Pangborn avait glissée sous la porte. Il lut attentivement les 2 côtés et sourit. « Ainsi donc, le shérif avait l'intention de passer lundi. Eh bien, c'était parfait, parce que quelque chose lui disait que d'ici là, le shérif de Castle Rock aurait d'autres chats à fouetter. Une tripotée d'autres chats. » Et c'était aussi bien, car il avait déjà rencontré des hommes comme Pangborn, des hommes avec lesquels il valait mieux éviter tout contact, au moins lorsqu'on était en train de monter une petite opération et de jauger sa clientèle. Les hommes comme Pangborn remarquaient trop les détails pertinents. « Il vous est arrivé quelque chose, shérif Pangborn, » murmura Gaunt. « Quelque chose qui vous a rendu encore plus dangereux que vous ne l'êtes naturellement. Je vois ça aussi sur votre figure. Je me demande bien ce que c'était. Quelque chose que vous avez fait. Quelque chose que vous avez vu. Ou les deux. » Il resta à contempler la rue, et ses lèvres découvrirent lentement ses grandes dents de guingois. Il parlait de ce ton bas, et sans effort, de quelqu'un qui est depuis très longtemps son meilleur auditoire.
J'ai cru comprendre que vous étiez plus ou moins un prestidigitateur de salon. Mon ami déguisé en flic. Vous aimez les tours. Je vais vous en montrer quelques-uns avant de quitter le patelin. Je suis certain qu'il vous est patron. Son poing se referma sur la carte de visite d'Alan, la plia, puis la roula en boule. Lorsqu'elle fut complètement dissimulée, une flamèche bleue se glissa entre son index et son majeur. Il ouvrit de nouveau la main. De minuscules volutes de fumée montèrent de sa paume, mais la carte avait disparu, sans même laisser la moindre cendre. « Dis abracadabra », ajouta doucement Gaunt. Pour la 3e fois de la journée, Myrtle Keaton alla jusqu'à la porte du cabinet de son mari et tendit l'oreille. Lorsqu'elle s'était levée le matin vers 9h, Danforth s'y trouvait déjà, enfermé à clé. À 1h de l'après-midi, il y était toujours. Lorsqu'elle lui demanda s'il voulait déjeuner, sa voix assourdie lui répondit qu'il était occupé, qu'elle lui fiche la paix. Elle leva la main pour frapper à nouveau et interrompit son geste. Elle approcha encore l'oreille de la porte. Un bruit lui parvenait, un bruit métallique, une sorte de trépidation. Un bruit qui lui rappelait ce qu'avait fait le coucou de sa mère pendant la semaine qui avait précédé son arrêt, définitivement détraqué. Elle frappa doucement. « Danforth » Fiche le camp, avait-il répondu d'une voix agitée, mais elle n'aurait su dire si c'était de peur ou d'excitation. « Tu vas bien, moi, Danforth ?» Oui, bon Dieu, fiche le camp. Je vais bientôt sortir. Cliquetis, trépidation et cliquetis, comme de la terre sableuse dans un mixeur. Elle eut un peu peur, pourvu que Danforth ne fût pas pris d'une crise de dépression là-dedans. Il s'était comporté de manière tellement étrange ces derniers temps. « Danforth, veux-tu que j'aille à la boulangerie acheter des petits pains ?» Oui, cria-t-il. c'est ça, des petits pains, du papier cul, un nez tout neuf, va où tu veux. Rapporte n'importe quoi, mais fiche-moi la paix. Elle resta encore quelques instants derrière la porte, indécise. Elle envisagea de frapper à nouveau, puis y renonça. Elle n'était plus très sûre de vouloir savoir ce que Danforth pouvait bien fabriquer dans son cabinet. Elle n'était même pas sûre d'avoir envie de le voir en sortir. Elle se chaussa, endossa son manteau de demi-saison le plus chaud. Il faisait très froid en dépit d'un beau soleil, et gagna la voiture. Elle se rendit jusqu'au fournil campagnard, à l'autre bout de Main Street, et prit une demi-douzaine de petits pains, au miel pour elle, et au chocolat et à la noix de coco pour Danforth. Elle espérait qu'ils amélioreraient son humeur. Un peu de chocolat améliorerait toujours son humeur. Sur le chemin du retour, elle jeta un coup d'œil en passant à la vitrine du bazar des rêves. Ce qu'elle aperçut la mit quasiment debout sur la pédale de frein. Si jamais quelqu'un l'avait suivi de trop près, il lui serait à coup sûr rentré dedans. Elle venait de voir la plus ravissante des poupées dans la vitrine. Le store était évidemment de nouveau relevé, et le panneau qui pendait à la ventouse transparente affichait « Ouvert ». Évidemment. Polly Chalmers passa un samedi après-midi très inhabituel pour elle, à ne rien faire. Elle resta assise dans son rocking chair à côté de la fenêtre, les mains bien calées sur les genoux, suivant des yeux les quelques véhicules qui circulaient de temps en temps dans la rue. Alan l'avait appelée avant de partir en patrouille. Il avait manqué le Land Gaunt. Est-ce qu'elle allait bien? Avait-elle besoin de quelque chose? Oui, elle allait bien. Et non, elle n'avait besoin de rien. Double mensonge. Elle n'allait pas bien. Et il y avait plusieurs choses dont elle aurait eu grand besoin, avec en tête de liste un traitement pour son arthrite. Non, Polly, c'est de courage que tu as réellement besoin. Le courage d'aller voir l'homme que tu aimes et de lui dire « Alan, j'ai un peu arrangé les choses sur les années que j'ai passées loin de Castle Rock, et je t'ai carrément menti à propos de ce qui est arrivé à mon fils. J'aimerais que tu me pardonnes et te dire la vérité maintenant. » Énoncée comme ça, tout simplement, la chose paraissait facile. Elle se compliquait seulement au moment où l'on regardait dans les yeux l'homme qu'on aimait, ou lorsqu'on essayait de trouver la clé qui ouvrirait son cœur sans le mettre douloureusement en pièces. Souffrance et mensonge, mensonge et souffrance. Les deux sujets autour desquels toute sa vie semblait tourner depuis quelque temps. « Comment ça va aujourd'hui, Polly ?»« Très bien, Alan, très bien.
En réalité, elle était terrifiée. Non pas que ses mains la fissent tellement souffrir en cet instant précis. Elle aurait presque préféré cela, car la souffrance, aussi éprouvante qu'elle fût quand elle arrivait, était moins insupportable que l'attente. Peu après midi, elle avait ressenti les premiers picotements tièdes, presque des vibrations dans ses mains. Ils entouraient d'anneaux de chaleur ses articulations et la base de son pouce, et elle les sentait rôder au bas de chacun de ses ongles, petit arc de métal, sourire sans humour. Elle avait déjà ressenti ce type d'impression par 2 fois, et savait ce qu'elle signifiait. Elle avait souffert de ce que Feu, sa tante Betty, affligée de la même maladie, appelait une crise vraiment mauvaise. Lorsque mes mains me picotent, comme si je recevais des décharges électriques, je sais qu'il est temps de fermer les sabords, disait la vieille dame. Polly essayait à son tour de fermer les sabords avec un succès plus que relatif. Dehors, 2 garçons descendaient la rue en se faisant des passes avec un ballon de foot. Celui de droite, le cadet des fils Lowes, voulut rattraper une balle haute. Le ballon lui effleura les doigts et vint atterrir sur la pelouse de Polly. Le garçon l'aperçut à sa fenêtre et la salua en allant le chercher. Polly répondit en levant à son tour la main et sentit monter en elle une morose bouffée douloureuse, comme se ranime une couche épaisse de braise sous l'effet d'une rafale de vent. Puis la douleur s'éloigna et ne resta plus que le picotement surnaturel. Il lui faisait un peu la même impression que l'air avant un violent orage électrique. La douleur viendrait le moment venu. Elle ne pouvait rien y faire. Les mensonges qu'elle avait racontés à Alan à propos de Kelton, c'était une toute autre affaire. Et, songea-t-elle, ce n'était pourtant pas que la vérité fût si affreuse, si crue, si choquante. Ce n'était pas comme s'il ne la soupçonnait pas d'avoir menti. Peut-être même en était-il déjà convaincu. Il l'était sans doute. Elle l'avait vu dans son regard. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile, Polly? Pourquoi? En partie à cause de l'arthrite, pensait-elle. En partie à cause de la dépendance de plus en plus grande dans laquelle elle était des analgésiques. Ces 2 choses mises ensemble avaient une manière bien à elle de brouiller toute pensée rationnelle, de faire paraître tordues et douteuses les choses les plus droites et les plus nettes. Puis il y avait ce qu'Alan souffrait de son côté, l'honnêteté avec laquelle il en avait parlé. Il n'avait pas eu la moindre hésitation à tout étaler devant elle. Ses sentiments, à la suite de l'accident particulier qui avait coûté la vie à Annie et à Todd, étaient confus et laids, enrobés dans un tourbillon pénible et quelque peu effrayant d'émotions négatives. Il les lui avait tout de même révélées. Il l'avait fait parce qu'il cherchait à savoir si elle n'aurait pas été au courant de certains aspects de l'état d'esprit d'Annie qu'il aurait ignoré, mais aussi parce que jouer honnêtement le jeu et ne pas cacher ce genre de choses était dans sa nature. Elle redoutait ce qu'il risquait de penser lorsqu'il découvrirait qu'elle-même n'avait pas joué honnêtement le jeu, que son cœur comme ses mains avait été durci par une gelée précoce. Elle se déplaça mal à l'aise dans le rocking-chair. « Il faudra que je lui dise tout, tôt ou tard. Il le faut absolument. Et rien de tout cela n'explique pour quelle raison c'est si difficile. Ni même n'explique pour quelle raison j'ai commencé par lui mentir. Ce n'est tout de même pas comme si j'avais tué mon fils. » Elle poussa un soupir, presque un sanglot, et bougea encore. Des yeux, elle chercha les garçons au ballon de foot, mais ils avaient disparu. Elle se laissa aller dans le rocking-chair et ferma les yeux. Elle n'était pas la première fille à tomber enceinte à la suite d'une longue bagarre un soir de rendez-vous, ni la première à devoir affronter ensuite de pénibles discussions avec ses parents et ses proches. On avait voulu la marier à Paul Duke Sheehan, le garçon qui l'avait mise dans cet état. Elle avait répondu qu'il n'en était pas question, quand bien même Duke serait le dernier homme vivant sur Terre, ce qui était vrai. Mais son orgueil l'empêchait d'ajouter que Duke, de son côté, n'avait aucune envie de se marier avec elle. Le meilleur ami du garçon lui avait confié que Paul Sheehan faisait ses préparatifs en grande hâte pour s'engager dans la marine dès qu'il aurait 18 ans, soit dans moins de 6 semaines. « Mettons bien les choses au point !» avait dit Newton Chalmers, lorsqu'il avait fait s'effondrer la dernière et fragile passerelle entre lui et sa fille. « Il était assez bon pour te baiser, mais il ne l'est pas assez pour t'épouser, c'est ça ?» Elle avait cherché à s'enfuir de chez elle, mais sa mère l'avait rattrapée. Si elle ne voulait pas épouser le garçon, avait observé Lorraine Chalmers, de ce ton de voix calme et doucement raisonnable
qui avait failli rendre Polly folle pendant son adolescence, alors on allait l'expédier dans le Minnesota chez tante Sarah. Elle pourrait rester à Saint-Cloud jusqu'à son accouchement, puis abandonner le bébé pour l'adoption. « Je sais pourquoi vous voulez me voir partir, » rétorqua Polly. « À cause de tante Evelyne, c'est ça, hein? Vous avez peur qu'elle apprenne que je me suis fait mettre en cloque et qu'elle enlève votre nom du testament. C'est une question de fric, c'est bien ça? Vous vous fichez complètement de moi. Vous n'en avez rien à foutre de votre fille. » La voix doucement raisonnable de Lorraine Chalmers dissimulait en fait, depuis toujours, un caractère emporté. Elle aussi avait alors coupé la dernière et fragile passerelle qui la reliait à sa fille, en la giflant à la volée. Polly s'était donc enfuie. Il y avait longtemps, très longtemps de cela, en juillet 1970. Elle s'arrêta un moment de courir lorsqu'elle arriva à Denver, où elle travailla jusqu'à la naissance du bébé. Celui-ci eut lieu dans une aile d'hôpital réservée aux mères nécessiteuses. Elle avait eu la ferme intention de donner son enfant pour l'adoption, mais quelque chose, le seul fait peut-être de le sentir dans ses bras lorsque l'infirmière le lui avait confié, peu après la délivrance, l'avait fait changer d'avis. Elle donna au garçon le nom de son grand-père paternel, Kelton. La décision de garder l'enfant l'avait quelque peu effrayée, parce qu'elle aimait à se considérer comme une fille pratique et raisonnable, et que rien de ce qui lui était arrivé depuis 1 an ne cadrait avec l'image qu'elle avait d'elle-même. Pour commencer, cette fille pratique et raisonnable s'était fait mettre enceinte, en dehors des liens du mariage, à une époque où les filles pratiques et raisonnables ne faisaient pas ce genre de choses. Ensuite, cette fille pratique et raisonnable s'était enfuie de chez elle et avait donné naissance à son enfant dans une ville où elle n'avait jamais été auparavant et dont elle ne connaissait rien. Et pour couronner le tout, cette fille pratique et raisonnable avait décidé de garder l'enfant et d'affronter avec lui un avenir qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne sentait même pas. Au moins n'avait-elle pas gardé le bébé par dépit ou par défi. Personne n'aurait pu lui reprocher cela. L'amour maternel lui était tombé dessus par surprise. L'amour, le sentiment le plus simple, le plus fort, le plus implacable. Elle avait continué sa route? Non, on l'avait fait continuer sa route. Une série de petits boulots serviles l'avait fait échouer à San Francisco, ville où elle avait probablement toujours eu l'intention de se rendre. En ce début d'été de 1971, c'était une sorte de paradis pour hippies, une boutique à cam pleine de drogués et de doudingues en tout genre, et de groupes musicaux avec des noms comme Moby Grape ou Ascenseur pour le 13e étage. Si l'on en croit la chanson de Scott McKenzie sur San Francisco, si populaire pendant au moins une de ces années, la période estivale n'aurait été qu'une vaste partouze dans cette ville. Polly Chalmers, qui n'avait jamais eu le profil d'une hippie même à l'époque, avait plus ou moins manqué la fête. L'immeuble dans lequel elle habitait avec Kelton était plein de boîtes aux lettres pisseuses, ainsi que de drogués. L'insigne pacifiste autour du cou, mais qui glissait aussi la plupart du temps un cran d'arrêt dans leurs bottes boueuses de motocyclistes. Les visiteurs les plus assidus du quartier étaient les huissiers, les gros bras chargés de récupérer les impayés, et les flics, beaucoup de flics. Des flics qu'on ne traitait pas de poulets en face. Les flics aussi avaient raté la grande partouze, et ça les avait défrisés. Polly déposa un dossier à l'aide sociale, pour découvrir qu'elle n'habitait pas depuis assez longtemps en Californie pour y avoir droit. Les choses sont peut-être différentes maintenant, mais en 1971, il était aussi difficile de s'en sortir pour une mère célibataire à San Francisco que n'importe où ailleurs. Elle fit aussi une demande auprès de l'aide à l'enfance et attendit, espéra qu'il en arrivera quelque chose. Kelton ne sautait jamais à repas, mais elle vivait elle-même au jour le jour. C'était alors une jeune femme efflanquée qui connaissait souvent la faim, toujours la peur. Une jeune femme que n'auraient pas reconnue la plupart de ses proches. Les souvenirs de ses 3 premières années sur la côte ouest, souvenirs qu'elle conservait au fond de son esprit, comme de vieux vêtements dans un grenier, étaient déformés, grotesques, des images de cauchemar. Une grande partie de sa répugnance à parler de toutes ces années à Alan ne viendrait-elle pas de là? Ne souhaitait-elle pas tout simplement les conserver dans l'ombre? Elle n'avait pas été la seule à devoir endurer les conséquences cauchemardesques de son orgueil, de son refus entêté de demander de l'aide, et de la répugnante hypocrisie de l'époque, laquelle proclamait d'un côté le triomphe de l'amour libre, tout en stigmatisant de l'autre les mères célibataires, mises ainsi au banc de la société. Kelton en avait également souffert. Kelton avait été sa responsabilité,
tandis qu'elle peinait et rageait, lancée dans sa sordide croisade de folle. Le plus horrible était que sa situation s'était lentement améliorée. Au printemps 1972, elle avait enfin eu droit au soutien de l'État, et on lui avait promis son premier chèque de l'aide sociale pour le mois suivant. Elle faisait déjà le projet d'aller habiter dans un endroit un peu moins immonde lorsqu'il y eut l'incendie. On l'avait appelée au modeste restaurant où elle travaillait, et dans ses rêves, Norville, l'aide cuisinier qui ne cessait de vouloir lui mettre ses mains pleines de doigts aux fesses, se tourne vers elle sans fin, le téléphone à la main, répétant sans fin les mêmes phrases. « C'est la police, Polly. Ils veulent te parler. C'est la police, Polly. Ils veulent te parler. » La police voulait effectivement lui parler. Elle avait retiré les corps d'une jeune femme et d'un petit enfant, des décombres enfumés du 2e étage de l'immeuble où elle habitait. 2 cadavres tellement calcinés qu'ils étaient méconnaissables. On savait qui était l'enfant. Si Polly n'avait pas été au travail, on aurait également su qui était la femme. Pendant les 3 mois qui avaient suivi la mort de Kelton, elle avait continué à travailler. Elle vivait dans une solitude si intense qu'elle en devenait à moitié folle. Une solitude si profonde, si complète, qu'elle ne se rendait même pas compte à quel point elle en souffrait. Finalement, elle avait écrit à ses parents, leur disant seulement qu'elle avait donné naissance à un garçon, mais que celui-ci n'était plus avec elle. Même sous la menace d'un tisonnier chauffé à blanc, elle n'avait pas envisagé alors de retourner chez elle, pas consciemment en tout cas. Mais elle commença à éprouver l'impression que si elle ne renouait pas avec certaines choses de son passé, une part précieuse d'elle-même risquait de mourir à petit feu, à la manière dont meurt un arbre en commençant par l'extrémité de ses branches lorsqu'il a été trop longtemps privé d'eau. Sa mère avait aussitôt répondu au numéro de boîte postale que lui avait donné Polly, la priant instantanément de revenir à Castle Rock, de revenir à la maison. Elle avait joint un mandat de $700. Il faisait très chaud dans l'appartement qu'elle occupait depuis la mort de Kelton, et elle interrompit le remplissage de ses valises pour prendre un verre d'eau fraîche. Pendant qu'elle buvait, Polly se rendit compte qu'elle se préparait à rentrer chez elle, simplement parce que sa mère le lui avait demandé, presque suppliante. Elle n'y avait pratiquement pas réfléchi, ce qui était très certainement une erreur. C'était de ne pas y avoir pensé à 2 fois avant de faire le saut, et non la petite zézette minable de Duke qu'il avait mise dans la panade pour commencer. Elle s'était donc assise sur son lit étroit de célibataire et avait réfléchi. Longuement, opiniâtrement. Elle avait finalement annulé le mandat et écrit une nouvelle lettre à sa mère. Elle faisait moins d'1 page, mais il lui avait fallu près de 4 heures pour en venir à bout. Je veux bien revenir à la maison, ou au moins faire un essai, mais je ne veux pas que l'on remette les vieilles histoires sur le tapis pour les remâcher. Je ne sais pas si ce que je souhaite vraiment faire, c'est-à-dire recommencer une nouvelle vie dans un ancien endroit, est possible pour qui que ce soit. Mais je voudrais au moins essayer. J'ai donc eu une idée. Nous allons nous écrire pendant un certain temps, toi et moi, papa et moi. J'ai remarqué qu'il était plus difficile de se mettre en colère et d'être rancunier sur du papier. Alors parlons-nous comme ça, avant de nous parler de vive voix. Ils avaient donc parlé ainsi pendant presque 6 mois. Puis un jour, en juillet 1973, Monsieur et Madame Chalmers s'étaient présentés à sa porte, la valise à la main. Ils avaient une réservation à l'hôtel Mark Hopkins, et ils avaient décidé qu'ils ne retourneraient pas à Castle Rock sans elle. Polly avait réfléchi, passant par toute une gamme d'émotions, de la colère devant tant d'autoritarisme, un lugubre amusement devant ce que cet autoritarisme avait de tendre et de naïf, de la panique à l'idée qu'elle était confrontée, sans pouvoir se dérober, aux questions auxquelles elle avait si habilement refusé de répondre jusqu'ici. Elle avait promis d'aller dîner avec eux, et seulement cela. Les autres décisions devaient attendre. Son père lui dit qu'il n'avait réservé qu'une seule nuit au Mark Hopkins, et elle lui répondit qu'il serait prudent de prolonger cette réservation. Elle avait essayé de leur parler le plus possible, avant d'en arriver à une décision définitive, une version plus intime de l'épreuve des lettres, à laquelle elle les avait soumis. Mais cette première soirée avait été en fin de compte la seule. Ce fut la dernière fois qu'elle vit son père en bonne santé et fort, et elle avait passé l'essentiel de son temps dans une rage folle contre lui. Les vieux sujets de dispute, si faciles à éviter par correspondance, avaient ressurgi dès avant la fin de l'apéritif. De simples escarmouches au début, mais au fur et à mesure que son père continuait à boire,
Elles se transformèrent en une véritable bataille rangée, en un affrontement incontrôlable. Il avait allumé l'étincelle, en commençant par dire que Polly avait reçu sa leçon, et qu'il était temps d'enterrer la hache de guerre. Madame Chalmers avait soufflé sur les braises, adoptant son ancien ton de voix si calme et si raisonnable. « Qu'est devenu l'enfant, ma chérie? Tu peux au moins nous dire ça. Tu l'as sans doute confié aux bonnes sœurs. » Polly connaissait ses voix, savait ce qu'elles signifiaient. Elle n'avait pas oublié. Celle de son père trahissait son irrésistible besoin de prendre le contrôle de la situation. Elle devait à tout prix être contrôlée. Celle de sa mère indiquait qu'elle montrait son amour et sa sollicitude de la seule manière qu'elle connaissait, en exigeant des informations. Ces deux voix, si familières, si aimées et si détestées, avaient rallumé la vieille colère en elle. Ils quittèrent le restaurant au milieu du repas, et le lendemain, Monsieur et Madame Chalmers avaient repris l'avion pour le Maine, sans Polly. Après un intervalle de 3 mois, la correspondance avait repris cas un cas. C'est la mère de Polly qui écrivit la première, s'excusant pour la désastreuse soirée. Elle n'invitait plus sa fille à retourner au bercail, ce qui étonna Polly, et éveilla quelque part au fond d'elle-même une angoisse dont elle n'aurait pas soupçonné la présence. Elle avait le sentiment, au bout du compte, que sa mère la rejetait. C'était à la fois idiot et égoïste étant donné les circonstances, mais cela ne changeait strictement rien à cette impression fondamentale. Je suppose que tu sais ce que tu veux. C'est dur à accepter pour ton père et pour moi parce que tu restes toujours pour nous notre petite fille. Je crois que ça lui a fait peur de te trouver si belle et si adulte à la fois. Il ne faut pas trop lui en vouloir pour la manière dont il s'est comporté. Il ne se sentait pas très bien, son estomac s'était remis à faire des siennes. Le médecin dit que ce n'est qu'un problème de vésicule, et qu'une fois qu'il aura accepté de se la faire enlever, il ira très bien. Mais je m'inquiète pour lui. Polly avait répondu sur le même ton conciliant. Ça lui était plus facile depuis qu'elle suivait les cours d'une école de commerce, et avait mis de côté indéfiniment ses projets de retour dans le Maine. Puis, vers la fin de 1975, le télégramme était arrivé. « Ton père a un cancer. Il est mourant. Viens, s'il te plaît. Maman. » Il vivait encore lorsque Polly arriva à l'hôpital de Bridgeton, prise de vertige non seulement à cause du décalage horaire, mais aussi d'avoir eu tous ses vieux souvenirs réveillés en voyant des lieux familiers. La même pensée stupéfaite traversait son esprit à chaque nouveau virage de la route qui, de l'aéroport de Portland, s'enfonçait dans les hautes collines et les montagnes rabotées du Maine occidental. J'étais une enfant la dernière fois que j'ai vu ça. Newton Chalmers était dans une chambre privée, dans un état de semi-conscience dont il émergeait de temps en temps, pour bientôt y sombrer de nouveau. Des tuyaux dans le nez, entouré d'un demi-cercle de machines à l'aspect carnivore. Il mourut 3 jours plus tard. Elle avait eu l'intention de retourner immédiatement en Californie, qu'elle voyait presque comme son foyer maintenant. Mais 4 jours après l'enterrement de son père, sa mère fut victime d'une grave crise cardiaque. Polly s'installa donc dans la maison familiale. Elle s'occupa de sa mère pendant les 3 mois et demi suivants. Chaque nuit, elle rêvait de Norville, l'aide cuisinier de son boui-boui. Norville se tournait sans fin vers elle dans ce rêve, tenant le téléphone de la main droite, celle au dos de laquelle étaient tatoués les mots « La mort plutôt que le déshonneur ». « C'est la police, Polly. Ils veulent te parler. C'est la police, Polly. Ils veulent te parler. » Sa mère put se relever et envisageait déjà de vendre la maison pour aller habiter en Californie avec Polly. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait, mais Polly, plus âgée et plus indulgente maintenant, ne chercha pas à la désabuser. Lorsque frappa la 2e crise. C'est ainsi que, par un après-midi humide et froid de mars en 1976, Polly s'était retrouvée au cimetière Homeland, à côté de sa grande-tante Evelyn, devant un cercueil posé sur des tréteaux, à côté de la tombe encore fraîche de son père. Le corps de Newton Chalmers avait en effet passé l'hiver dans la crypte de Homeland, dans l'attente d'un dégel suffisant de la terre. Et par l'une de ces grotesques coïncidences qu'aucun bon romancier n'oserait inventer, l'enterrement de l'époux avait eu lieu la veille du jour où était morte l'épouse. On n'avait pas encore replanté le gazon sur le dernier séjour de Newton Chalmers. La tombe, avec cette terre mise à nu, avait quelque chose d'obscène. Les yeux de Polly allaient et venaient du cercueil de sa mère à la tombe de son père. Comme si elle avait attendu qu'il soit enterré dans les formes. Avait-elle songé ?
Une fois terminé le court service religieux, tante Evie l'avait entraîné pour un aparté, à côté de la voiture des pompes funèbres. Le dernier parent survivant de Polly, petit bout de femme maigrichonne, habillé d'un manteau d'homme noir et chaussé de bizarres couvre-chaussures en caoutchouc d'un rouge criard, planta une Herbert Tarleton entre ses lèvres, enflamma une allumette à l'ongle et alluma la cigarette, tandis que Polly s'approchait d'elle. La vieille dame inhala profondément et rejeta la fumée dans l'air froid du printemps. Elle tenait sa canne, un simple bâton de frêne. Dans 3 ans, le poste de Boston lui en offrirait une en tant que citoyenne la plus âgée de la ville, solidement plantée entre ses pieds. Maintenant assise dans le rocking chair, un modèle Boston qui aurait eu l'approbation de sa tante, Polly calculait que la vieille dame devait avoir eu 88 ans ce printemps-là, ce qui ne l'empêchait pas de fumer comme une cheminée d'usine. Et pourtant Polly ne l'avait pas trouvée très différente de la tante Evie, qu'elle avait connue petite fille, quand elle espérait un bonbon de la réserve, apparemment inépuisable, que sa grande-tante gardait dans la poche de son tablier. Beaucoup de choses avaient changé à Castle Rock depuis qu'elle était partie, mais pas tante Evie. « Eh bien voilà, c'est terminé. » dit la vieille dame de sa voix rabotée à la nicotine. « Enterrez tous les deux. Ton père et ta mère. » Polly avait alors éclaté en sanglots, de gros sanglots pitoyables. Elle pensa tout d'abord que tante Evie allait vouloir la consoler, et elle sentait déjà sa peau se rétracter à la seule idée de son contact. Elle n'avait aucune envie d'être ainsi réconfortée. Elle n'aurait pas dû s'inquiéter. Evelyn Chalmers n'avait jamais été femme à croire à la consolation des affligés. Plutôt du genre à estimer, avait songé Polly un peu plus tard, que la seule idée de consolation était une illusion. Bref, la vieille dame ne bougea pas, la canne plantée entre ses caoutchoucs rouges, tirant sur sa cigarette, et attendant que les larmes de Polly fissent place à des reniflements, signal d'une reprise de soi. Cela fait, tante Evie avait demandé « Ton gosse, celui pour lequel ils ont fait tant d'histoires, il est bien mort, n'est-ce pas ?» Bien qu'elle en eût jalousement gardé le secret, Polly se retrouva en train d'acquiescer. « Il s'appelait Kelton. » « Pas trop mal comme nom. » commenta tante Evie. Elle tira sur sa cigarette et exhala lentement par la bouche, de manière à récupérer la fumée par les narines. Technique baptisée naguère de double pompage par Lorraine Chalmers, qui à chaque fois faisait une grimace de dégoût en l'évoquant. « Je l'ai compris, » reprit tante Evie. « Dès le jour où tu es venu me voir, après être rentré à la maison, je l'ai lu dans tes yeux. » Il y a eu un incendie. Polly la regarda. Elle tenait un mouchoir en papier à la main, tellement détrempé qu'il était hors d'usage. Elle le mit dans sa poche et se frotta les yeux des poings, comme une petite fille qui vient de tomber de sa trottinette et s'est écorché le genou. C'est probablement la baby-sitter qui a mis le feu. Bon sang. Veux-tu cependant que je te confie un secret, Trisha ? Polly acquiesça avec un pauvre sourire. Son véritable nom était Patricia, mais tout le monde l'appelait Polly depuis toujours. Tout le monde, sauf tante Evie. Le petit Kelton est mort, mais pas toi. Sur quoi tante Evie jeta son mégot et de son index osseux tapota la poitrine de Polly pour souligner son propos. Mais pas toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ça ? Polly réfléchit. Je vais retourner en Californie. Je ne vois pas autre chose. D'accord, c'est très bien pour commencer, mais ça ne suffit pas. Sur quoi, tante Evie avait déclaré quelque chose de très proche de ce que Polly dirait elle-même quelques années plus tard, lors du dîner à l'auberge The Birches avec Alan Pangborn. Ce n'est pas toi le coupable dans cette histoire, Trisha. Tu n'as pas encore compris cela. Je ne sais pas. Alors tu ne l'as pas encore compris. Tant que tu n'en auras pas pris conscience, peu importe où tu iras et ce que tu feras, tu n'auras aucune chance. Comment ça, aucune chance ? Avait-elle demandé stupéfaite. Ta chance. La chance de vivre ta propre vie. En ce moment, tu as la tête de quelqu'un qui vient de voir des fantômes. Tout le monde ne croit pas aux fantômes, mais moi si. Sais-tu ce qu'est un fantôme, Trisha ? Elle avait lentement secoué la tête. Un homme ou une femme qui n'arrive pas à surmonter son passé.
C'est ça un fantôme. Pas eux. Elle eut un geste en direction du cercueil, sur ses tréteaux, et de la tombe fraîchement retournée par un étrange concours de circonstances. Les morts sont morts. Nous les enterrons, et ils restent enterrés. J'ai l'impression... Oui, je sais ce que tu ressens. Eh bien, ce n'est qu'une impression. Ils ne reviendront pas, ni ta mère, ni mon neveu. Ni ton môme, celui qui est mort pendant que tu étais parti. Est-ce que tu me comprends? Oui, elle l'avait comprise. Un peu, du moins. Tu as raison de ne pas vouloir rester ici, Polly. En tout cas, pour le moment. Retourne là-bas. Ou dans un endroit nouveau. Salt Lake City, Honolulu, Bagdad, n'importe où. C'est sans importance. Parce que tôt ou tard, tu reviendras ici, je le sais. Tu es d'ici. C'est inscrit dans chacun des traits de ton visage. Dans ta manière de marcher, dans ta manière de parler, même dans ta manière de plisser les yeux devant quelqu'un que tu vois pour la première fois. Castle Rock a été fait pour toi, et toi pour Castle Rock. Il n'y a donc rien qui presse. Va où il te semble bon, comme on dit dans la Bible, mais vas-y vivante, Trisha, pas comme un fantôme. Si tu en deviens un, autant ne jamais revenir. La vieille femme regarda autour d'elle, l'air songeur et mélancolique, la tête pivotant dans l'axe de la canne. Cette foutue ville compte déjà suffisamment de fantômes comme ça. J'essaierai, Tante Evie. Oui, j'en suis sûr. Ça aussi, c'est inscrit en toi, que tu essaieras. Tante Evie se mit à la regarder attentivement. Tu as été une petite fille ravissante et prometteuse. Mais tu n'as peut-être pas eu beaucoup de chance. Bah, la chance, c'est pour les innocents. C'est tout ce qu'ils peuvent espérer, les pauvres diables. Je suis frappé de te trouver encore ravissante et prometteuse. Et c'est ce qui est important. Je crois que tu t'en sortiras. Sur quoi elle ajouta d'un ton vif, presque rogue. Je t'aime, Trisha Chalmers. Je t'ai toujours aimé. Là-dessus, de cette façon retenue que jeunes et vieux ont de manifester une affection mutuelle, elles s'embrassèrent. Polly avait humé l'ancien arôme dont se parfumait Tante Evie, une pointe de violette, et ça l'avait fait de nouveau pleurer. Lorsqu'elle s'était redressée, Tante Evie avait mis la main dans la poche de son manteau. Polly s'attendait à la voir en retirer un mouchoir, se disant stupéfaite que pour la première fois de toute sa vie, elle allait voir la vieille dame pleurer. Mais non, au lieu d'un mouchoir, Tante Evie en retira un bonbon dans une enveloppe craquante, un de ces mêmes bonbons durs qu'elle lui donnait quand Polly n'était qu'une petite fille avec des tresses qui retombaient sur les épaules de sa petite marinière. « Tu ne veux pas un bonbon, ma puce ?» lui avait-elle demandé d'un ton joyeux. Le crépuscule arrivait en catimini. Polly se redressa dans le fauteuil à bascule, consciente de s'être presque endormie. Elle heurta l'une de ses mains, et un violent éclair de douleur s'élança jusqu'en haut de son bras, avant d'être remplacé par le picotement chaud de mauvais augure. Elle allait avoir mal, très mal. C'était sûr. Un peu plus tard dans la nuit ou demain matin. Vraiment très mal. Ne t'occupe pas de ce que tu ne peux pas changer, Polly. Il y a au moins une chose que tu peux changer, que tu dois changer. Il faut que tu dises à Alan la vérité sur Kelton. Il faut que tu chasses ce fantôme de ton cœur. Mais une autre voix s'éleva et répliqua. Une voix coléreuse, effrayée, tapageuse. La voix de l'orgueil, se dit-elle, c'est tout. Mais la force et l'ardeur avec lesquelles elle exigeait que ne fût pas exhumée cette époque, ni pour Alan, ni pour personne, la laissaient interloquée. Voix qui exigeait par-dessus tout que ne fût pas livrée au commérage et aux langues de vipères de la ville l'histoire de la courte vie et de la fin atroce de son bébé. « Quelle folie est cela, Trisha ?» demanda Tante Evie dans sa tête. Tante Evie morte à un âge plus que respectable, pompant toujours plutôt 2 fois qu'une ses chères taritones jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce que ça peut faire qu'Alan apprenne la vérité sur la mort de Kelton? Et qu'est-ce que ça peut faire si toutes les commères de la ville, de Lenny Patbridge à Myrtle Keaton, l'apprennent aussi? Qu'est-ce que tu t'imagines? Que les gens s'intéressent encore à la paire de ton pucelage, petite idiote? Tu te prends pour qui? Ce sont des nouvelles périmées. Il y a prescription. Mérite à peine une 2e tasse de café chez Nan. Peut-être. Mais l'enfant lui avait appartenu, bon Dieu, à elle et à personne d'autre. Sa vie, comme sa mort. Et elle s'était aussi appartenue. Elle qui n'avait appartenu ni à sa mère, ni à son père, ni à Duke Sheehan. Elle s'était appartenue.
Cette fille solitaire, qui vivait dans la frayeur, et lavait chaque soir sa petite culotte dans l'évier de la cuisine, parce qu'elle n'en possédait que 3. Cette fille effrayée, qui avait toujours un bouton de fièvre qui couvait à la commissure des lèvres ou au creux de sa narine. Cette fille, qui restait parfois assise à sa fenêtre donnant sur le puits de jour, et posait sa tête entre ses bras pour pleurer. Cette fille-là lui appartenait. Le souvenir dans lequel elle se revoyait, avec son fils dans l'obscurité de la nuit, qu'Elton étant l'un de ses petits seins, tandis qu'elle lisait une édition de poche de John MacDonald, et que les sirènes lançaient leur hurlement aléatoire dans le dense réseau des rues pentues de la ville, ce souvenir lui appartenait. Les larmes qu'elle avait versées, les silences qu'elle avait supportés, les longs après-midi hébétés, passés à échapper aux mains pleines de doigts avides de Norville Bates, la honte avec laquelle elle avait finalement conclu une paix difficile, la dignité et l'indépendance pour lesquelles elle avait tant lutté, sans parvenir vraiment à les obtenir, tout cela lui appartenait, et ne devait pas appartenir à la rumeur publique. La question n'est pas de savoir ce qui appartient ou non à la rumeur publique, Polly, et tu le sais bien. La question est de savoir ce qui appartient à Alan. Elle secoua la tête, sans se rendre compte un seul instant qu'elle faisait ce geste de dénégation. Elle se dit qu'elle avait passé trop de nuits d'insomnie et vécu trop d'interminables matins sombres pour abandonner son paysage intérieur sans combattre. Le moment voulu, elle dirait tout à Alan. Elle n'avait même jamais envisagé de garder aussi longtemps le secret sur la vérité. Mais ce moment n'était pas venu, certainement pas, en particulier en ce jour, où les picotements lui disaient qu'au cours des jours suivants, elle n'aurait guère le loisir de penser à autre chose qu'à ses mains. Le téléphone sonna, sans doute Alan de retour de patrouille et reprenant contact. Polly se leva, traversa la pièce et souleva le combiné à 2 mains, avec précaution, prête à lui dire les choses que, croyait-elle, il avait envie d'entendre. La voix de tante Evie essaya de faire intrusion, de l'avertir que c'était un comportement condamnable, égoïste et enfantin, voire même dangereux. Polly repoussa cette voix avec vivacité et brutalité. « Allô » dit-elle d'un ton plein d'entrain. « Oh, salut Alan, comment ça va ?»« Bien. » Elle écouta quelques instants et sourit. Si elle avait regardé son reflet dans le miroir proche, elle aurait vu une femme qui donnait l'impression de crier. Mais elle ne leva pas les yeux. « Très bien, Alan. Vraiment très bien. » Il était presque l'heure de partir pour l'hippodrome. Presque. « Allez !» murmura Danforth Keaton. Une sueur grasse lui huilait le visage. « Allez ! Allez ! Allez !» Penché sur Ticket Gagnant, qu'il avait posé sur son bureau, après avoir viré tout ce qui se trouvait dessus, il n'avait pratiquement pas cessé de jouer des parties de toute la journée. Il avait commencé en partant d'un livre. 40 ans de course dans le Kentucky. Il avait ainsi couru au moins 2 douzaines de derbies, donnant aux chevaux de fer-blanc de son jeu les noms des partants, exactement comme le lui avait expliqué M. Gaunt. Et ceux auxquels il avait attribué le nom d'un gagnant étaient tous arrivés premiers. Comme dans le livre, course après course, c'était stupéfiant. Tellement stupéfiant qu'il était déjà 16 heures lorsqu'il se rendit compte qu'il avait passé sa journée à refaire des courses qui avaient eu lieu des décennies auparavant, alors qu'il y en avait dont le départ allait être donné le soir même à Lewiston, et qu'il y avait de l'argent à ramasser. Pendant la dernière heure, le Daily Sun de Lewiston, ouvert à la page des courses, resta posé à gauche de Ticket Gagnant. À droite, il y avait une feuille de papier arrachée à un carnet de notes. Griffonné à la hâte, de la grande écriture de Keaton, figurait cette liste. Première course, Bazooka John. Deuxième course, Fille de Delphes. Troisième course, Merveille d'Avant. Quatrième course, Épatant du coin. Cinquième course, Par tous les saints. Sixième course, Petit Canaillou. Septième course, Tonnerre de Brest. Huitième course, Fiston Mignon. Neuvième course, Tico Tico. On n'était qu'à 5 heures de l'après-midi, mais Danforth Keaton procédait déjà à la dernière course de la réunion. Les chevaux de tôle cahotaient le long de la piste dans un bruit de métal. L'un d'eux, après avoir mené de 6 longueurs, franchit l'arrivée très en avant des autres. Keaton attrapa le journal et étudia de nouveau les pronostics. Sa face s'éclaira comme si l'Esprit Saint venait de descendre sur lui. « Malabar !» murmura-t-il, secouant le poing en l'air. Le crayon qu'il tenait entre ses doigts zigzaguait et plongeait comme une aiguille à coudre en folie.
C'est Malabar! À 30 contre 1! 30 contre 1 au moins! Malabar, nom de Dieu! Il griffonna le nom sur la feuille de papier, la respiration haletante et entrecoupée. 5 minutes plus tard, le ticket gagnant enfermé à clé dans le placard de son cabinet, Danforth Keaton, au volant de sa Cadillac, roulait vers les Wheaston.